Donc bonjour à tous, bienvenue sur Trek in Storia. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet du multivers et des univers partagés. Je suis Arcadie Picardy, on va discuter avec Cyril. Le multivers, c'est un principe narratif qui permet à la fois d'avoir un champ infini d'histoire beaucoup plus grand, d'approfondir des sujets, de réapprofondir, de revenir sur certains sujets. Et donc moi par exemple c'est un principe narratif avec lequel justement j'ai quelques difficultés alors qu'aujourd'hui il est complètement acté dans notre mode de consommation, notamment grâce au MCU, à l'univers Marvel où on a parfaitement intégré le principe du multivers. Cyril, Oui, comment vas-tu? eh ben, je vais bien. Mon univers partagé dans une autre réalité, on a commencé plus tôt le live et j'aurais appuyé sur le bouton. Euh, À quoi ça tient, quoi? À ah, quoi pas ça- grand-chose. Ah, Donc pour tous ceux qui sont sur Lyon, ce jour-là, le 2 septembre, bonne rentrée à vous tous. Et puis, il pleut sa mère. C'est une expression du terroir lyonnais, il pleut sa mère. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin sur l'échelle de Noé, un bon 9 sur 10. on est sur du Noé sur 10, quoi. Noé Voilà. sur 10. Et Du donc, coup, tu as déjà donné la description du multivers, j'ai entendu. alors, oui, de manière assez succincte, hein, j'ai pas vraiment développé, j'ai expliqué d'un point de vue général. Mais donc maintenant, il y a une différence que tu avais expliqué entre le multivers et l'univers partagé. Donc déjà, est-ce que tu peux revenir et redonner ta Bien définition, sûr. s'il Alors, te plaît? Donc c'est quoi la différence entre les deux? mais qu'est-ce que c'est Exactement. l'univers partagé, c'est un univers où une licence va développer plusieurs histoires au sein d'un corpus de règles établies. Donc, par exemple, un univers partagé, on avait des petits débats tout à l'heure en off, mais on peut dire que Mission Impossible, c'est une licence qui se décline en plusieurs films, c'est un univers partagé. On peut dire également que Disney l'a très bien fait avec Marvel. Ils ont un univers partagé dans lequel on peut retrouver un multivers. Et c'est donc quoi le multivers, Cyril? Je vais y répondre, Michael. Alors, le multivers, c'est un univers. D'abord. Enfin, c'est vraiment la définition de l'astrophysique. C'est une multitude de réalités qui, comme un millefeuille, en fait, se superpositionnent les unes sur les autres. Pour ceux qui ont vu la série Sliders, ce sont en fait des univers parallèles aux nôtres qui vibrent sur une autre fréquence et dans lesquels on a fait d'autres choix. Donc ce matin, on vous a demandé est-ce que vous vouliez un thé ou un café. Dans l'univers A, vous avez dit un café. Dans l'univers B, vous avez dit un thé. Dans l'univers B, vous avez dit un thé. Et moi, si j'avais été dans l'univers B, je serais décédé parce que je suis allergique au thé. Voilà. Et donc ça induit l'ensemble des enchaînements d'événements, des incidences auxquels on ne peut pas avoir conscience. C'est le fameux battement du papillon qui fait un ouragan de l'autre côté du monde. Et la multitude d'incidences, ça amorce la multitude d'incidences qui va amener à certains résultats. L'un des exemples, il y a plusieurs exemples assez flagrants, et donc je vais citer notamment la BD Red Son de Superman, qui est une BD qui explore le fait de si la navette de Superman s'était écrasée en URSS plutôt qu'aux États-Unis, et que du coup, Superman devenait l'enfant chéri de la mère patrie, et de voir ce que ça aurait impliqué sur le monde. Il y a un des plus connus reste le multivers de Retour vers le futur, surtout à partir du 2 qui est où en fait quand ils reviennent après le futur, ils reviennent dans le présent et Biff ayant volé l'almanach des sports à Marty, eh bien Biff est devenu Donald Trump et a détruit entre guillemets Hill Valley avec des punks et plein de choses comme ça et a laissé les punks prendre la ville. Et puis sinon, ouais, vous avez le principe du multivers permet surtout donc voilà d'explorer différentes variantes. Vous avez aussi tous les arcs. On voit ça aussi dans Supernatural, la série Supernatural, beaucoup de what if. C'est le fameux principe du what if.
Comme chez Donc, Marvel et comme chez voilà, DC. Hein. exactement. En termes de scénario, c'est du What If. L'un des plus grands multivers en webcomics reste celui de Dragon Ball Multiverse, pour lequel j'ai eu ma modeste contribution. J'ai apporté ma modeste contribution, et qui existe depuis 10 ans. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que c'était à l'origine un concept vraiment de gros nerd, donc on va se prendre la tête sur un sujet, puisque l'origine c'est ça, hein, c'est on va se prendre un sujet et on va changer la donne et on va essayer de répondre à toutes les questions que ce changement va induire d'un point de vue narratif. Et ça, pour moi, ça reste quand même des questions que vraiment les geeks, le monde geek va se prendre la tête avec ça. Je donne un exemple. Une fois, j'ai un ami qui est venu qui m'a quand même posé la question de dans Gremlins, ils peuvent pas boire, s'ils touchent de l'eau, ils se multiplient. Pourtant, on les voit marcher dans de la neige. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, on a commencé à développer toutes des grosses théories autour de la peau de leurs pieds. Donc, pour vous dire, le genre de réflexion très poussée que ça amène, le what if, c'est ça. Et pourtant, c'est quelque chose qui maintenant est parfaitement acté par tout le monde, notamment grâce à Marvel. Donc, ce que je trouve assez fascinant, en fait. Donc ça, c'est pour ce qui est de la question du multivers. Mais la question de l'univers partagé, mon cher Cyril, j'ai l'impression d'être un... Eh ben, Cela ne Jamy, nous comment ça regarde marche, pas. univers partagé? C'est d'accord, mon cher Cyril, tout à fait, cela ne nous regarde pas. Donc voilà. Donc Alors, c'est quoi un univers partagé? Bah, un univers partagé, pour ceux qui ont connu la trilogie du samedi, par exemple, ça va être Stargate. Stargate, il y a une histoire et il y a un univers partagé avec d'autres gens qui vont vivre d'autres aventures dans, par exemple, Stargate Atlantis. Et qui se passe dans le même univers, du coup. Et qui se passe des fois aussi dans la même temporalité. D'accord. Et normalement, dans un univers partagé, comme chez Marvel, et là où en fait c'est là où il y a l'écueil, c'est-à-dire que la sémiologie est importante. Marvel, c'est pas, il y a un multivers dans Marvel, mais c'est d'abord un univers partagé. C'est-à-dire que dans chaque film, il y a une conséquence qui va conduire à un film dit crossover de cet univers partagé. Mais voilà, chaque film apporte une pierre à l'édifice d'une histoire un peu plus grande que celle qu'on voit, d'une fresque mythologique qu'on voit. Et c'est le principe de la question, excuse-moi je t'interromps 2 secondes, c'est le principe de la notion du qu'est-ce qui faisait Superman pendant tout ce temps, qu'est-ce qui faisait Captain America pendant tout ce temps. C'est cette question-là, en fait, quand vous posez la question en regardant un film de super-héros, mais pourquoi lui, il doit tous gérer ce problème tout seul alors qu'ils sont 25 à côté, qu'est-ce qu'ils foutent pendant ce temps-là? Ça, c'est le principe même de l'univers partagé. ça répond à cette question, ça répond aussi à une terme, comment dire, en termes de temps aussi. Par exemple, quand tu prends Spider-Man dans l'édition, toutes les semaines, tu as Spider-Man 6, Spider-Man Mich, puis Spider-Man cela, et tu te dis, mais comment un mec a le temps d'avoir toutes ces aventures dans la même journée? Ça donne aussi une temporalité aux choses. Alors, l'univers partagé, ben, il y en a beaucoup. Hein. Je vous ai parlé de Stargate, mais il y avait Babylon 5 avant. Power Rangers, c'est un univers partagé avec un multivers. Attention. Et Oui, en fait, oui. Ouais, c'est vrai que c'est encore plus compliqué, je me rappelle. En fait, c'est la grille de morphing. C'est la grille de morphing. Ah, bah voilà. Ok, Bah, d'accord, oh la vache, ah oui. il Il y y a- a un vrai lore en fait. Il y a un vrai lore de fou, ouais. Mais c'est pareil que dans Transformers, il y a un lore de fou. Bref. Tout ça, c'est des univers partagés. Et certains ont un multivers. Alors, le multivers aussi sert à quoi? Il sert souvent aux scénaristes feignants à rebooter une franchise. On l'a vu avec Halloween, par exemple, où tu as maintenant une nouvelle trilogie de films qui est rattachée au premier film Ouais, et mais qui fait exclut tous les autres. voilà, donc ça crée un multivers. Il y a quoi d'autre en multivers? Bon, bah, la Star Trek, effectivement, avec l'univers Prime et l'univers KTL, on vous en parle tout à l'heure. Tu as quoi d'autre en multivers d'œuvres rebootées? Bah, les Spider-Man. Les La Spider-Man, trilogie voilà. de Raimi, la trilogie, la trilogie avortée, mais donc La duologie. la duologie, le diptyque Amazing. Et on va dire quoi, sexalogie, puisqu'il donne, enfin, il y a quoi, 3 films Spider-Man dans le MCU. Ouais, et il apparaît plein de fois. Mais il apparaît un peu partout, donc, et le Spider-Man au MCU. Donc déjà, l'un des plus connus reste Spider-Man, d'ailleurs, de ces dernières années. Oui. T'as le No Way Home, Ouais, No Way Home, ouais. qui est la quintessence même de ce principe-là.
dans tout ce que ce principe narratif peut apporter, quoi. À savoir au niveau du marketing, au niveau de la narration, au niveau de la perception de l'œuvre, de ce que ça peut raconter. Donc, et c'est complètement foiré, hein, donc c'est quand même incroyable d'avoir réussi. T'avais une autoroute de succès et ils ont juste dit non, on va quand même en faire le moins possible. C'est un peu chiant de travailler. Et donc voilà, donc on a malheureusement ce qu'on mérite, hein, à force de valider le médiocre. Bah, pourquoi les gens se feraient chier à faire plus? Et on a bientôt aussi Hellraiser. Hellraiser? Alors, Ouais. il y a quoi? Ils vont relancer Hellraiser? Ouais, et ils ont fait voir la photo aujourd'hui, c'est une dame maintenant, Hellraiser. Cool. D'ailleurs, il y a, ben, en parlant d'Hellraiser, il y a un... Donc, mais par contre, du coup, il y a un truc avec Hellraiser qui est très intéressant, c'est que l'un des plaisirs aussi, qui à l'époque était un plaisir de nerd, c'est de créer les connexions toi-même avant que les films te les apportent. Et notamment, moi, je considère que le film Event Horizon, qui est Ah oui. de Paul W.S. Anderson, je crois, Et qui euh, qui qui est est le seul clairement film pour pas moi... nul. Ouais, c'est de Paul, donc c'est bel et bien de Paul W.S. Anderson, je vérifie deux petites secondes, hop. Je crois que Méa a Le fait une vrai super que, vidéo là-dessus. eh bien, ce film, inachevé, parce qu'il a eu plein de problèmes de prod, pour moi, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, ça se passe dans l'univers d'Hellraiser. Et, euh, et alors que c'est pas du tout lié. Canoniquement, il n'y a rien, c'est juste que c'est la vibe est tellement similaire que tu pourrais dire que ça pourrait être la même chose, le même univers, la même manière de parler. Donc c'est mais donc du coup, est-ce qu'un univers partagé, c'est par exemple, ce sont les univers étendus. On va voir par exemple dans Star Wars. Est-ce que ça c'est l'univers partagé? Bah en fait, les univers étendus... Oui, c'est marrant parce que le mot univers étendu, c'est un univers partagé. C'est-à-dire que tu D'accord. restes dans la même licence, enfin selon moi, hein, tu gardes les mêmes règles, tu ne changes rien. Star Wars, il y a toujours les Jedi, il y a toujours la Force, il y a toujours le bien et le mal. Tu changes pas grand-chose sur l'idée, quoi. Donc du coup, j'ai l'impression qu'en fait, le fondement d'un univers partagé est surtout que la focalisation va se faire sur des personnages qui, de prime abord, vivent des aventures qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui peuvent se rencontrer. Qui est quand même du coup à la différence d'un récit choral où c'est tout plein d'histoires différentes qui vont parler d'un même sujet, alors que là on peut faire ce qu'on veut. C'est un Ouais. peu cette impression que j'ai de la différence d'univers partagé, c'est le fait de dire voilà, je vais prendre Ghost Rider, c'est du biker, cowboy, satanisto, je sais pas quoi, avec Nicolas Cage, hein. Et Captain America, c'est du patriote, soldat, complot, machin. C'est des histoires complètement différentes, c'est des personnages complètement différents, mais ils sont simplement dans le même univers et donc techniquement, ils peuvent se côtoyer, techniquement, ils peuvent être amenés à se confronter. Donc voilà. Et donc par rapport à Star Trek, l'univers de Star Trek, donc du coup, c'est un univers qui est à la fois partagé. Bah, surtout qui, à mon avis, j'ai l'impression, l'a été vraiment à partir de le deuxième âge, hein, on va l'appeler. Le... Il y a l'âge antique TOS, et puis il y a l'âge d'or, on va l'appeler comme ça, Bah, TNG, Voyager, DS9. et bah, tu n'as pas forcé, tu as raison en fait, tu n'as pas tort, tu as raison, sachant qu'en fait on peut, souvent pour les néophytes, je décris Star Trek en trois étapes, en trois époques. Tu as Mhm. l'ère TOS, avec Enterprise, TOS, The Animated Series, Discovery et Strange New World. Tu as Mhm. l'ère Next Generation avec TNG, Deep Space Nine, Voyager, Lower Deck. Et puis après, tu as l'air un peu du futur avec la saison 4 de Discovery, mais surtout avec Picard par exemple. Et puis les films de J.J. Abrams. Donc ils sont un reboot. Et donc du coup là on est dans du multiverse parce que c'est un réel multiverse. C'est comme Star Trek Online. C'est encore une réalité différente. Et pour revenir sur mes notes, euh, TOS, donc The Original Series, avait déjà un univers partagé, notamment avec The Animated Series, qui est une série très horrible, avec des Ouais. images qui ne bougent pas, mais qui reprend une sorte de saison supplémentaire à Star Trek, qui ramène
un peu plus de choses en termes par exemple d'extraterrestres. Vu que c'est du dessin animé, c'est plus facile. C'est le vrai intérêt que j'avais pour le dessin animé, que j'ai regardé genre 2 épisodes, je suis devenu fou, enfin mes yeux ont saigné après. Ah ouais, non, il faut les écouter les épisodes quoi. Mais le principe est que du coup, ils pouvaient s'amuser avec les esthétiques, avec les environnements à découvrir et avec intégrer véritablement des aliens dans dans le vaisseau. Et qu'en fait, t'as moins ce côté où t'as l'impression qu'il y a que Spock qui se balade et tous les autres c'est que des humains. Et du coup, ça c'était le truc assez cool du dessin animé, quoi. Qui mériterait d'ailleurs peut-être un... Enfin non, en fait, maintenant avec les séries, on peut plus facilement... avec les séries, maintenant, on peut mettre les budgets pour les masques et les machins, donc non, non, non. Ouais, encore aujourd'hui, hein, Star Trek privilégie énormément le maquillage plutôt que, que les FX. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc, je suis désolé, je Dis-moi. me suis rendu compte d'un truc de SF. Donc pour l'instant, je suis sur Babylon 5. Il y a, tu sais, dans la fantasy, quand tu prends n'importe quelle race, et si tu la mets en femme, elles ont des bikinis et Oui. elles sont gaulées, super bien gaulées. Dans les trucs de SF, tu prends n'importe... En fait, pour faire un alien, tu prends n'importe quel humain et tu lui mets un front complètement pété. Et en fait, les Minbari ont ça. Les Narn, ils ont un... Enfin, les Narn, c'est une prothèse complète. Les Klingons ont ça, les Romuliens ont ça. Et je me suis rendu compte que la prothèse frontale et nasale fait l'alien. Et ça marche. Entre autres, ouais. Non mais Star Trek, ils ont un délire sur les oreilles par exemple. Ouais, c'est-à-dire que si tu fais ça et que le mec se retourne et fait oui, je viens de tel cosmos, tu fais tout à fait. Le mec, c'est un humain, il a juste une prothèse, mais ça marche. Et je trouve ça assez fascinant comme principe que transformer le visage visuellement nous marque suffisamment pour qu'on l'accepte. À On savoir s'en fout que... qu'il a des mains, des doigts comme nous, tu vois. Donc oui, vas-y. À savoir que dans Star Trek, ils l'expliquent ça. Oui, je sais qu'il y a une explication, voilà. mais c'est pour ça que je parle vraiment d'un point de vue plus large, genre Teal'c. Il a juste une tache sur le front. Les Minbari, ils ont des sourcils, ils ont pas de sourcils, c'est tout plat. Donc voilà, c'est un truc que tu revois quand même assez fréquemment dans la SF. Ouais. Parce que ça coûte pas très cher. Les vampires de Buffy contre les vampires, ils ont juste un changement au niveau des sourcils. Et on leur a collé des dents, c'est réglé, hein. Oui, mais c'est... Et donc voilà, donc je trouve ça assez amusant comme astuce visuelle. Donc voilà. Alors, maintenant, l'univers partagé de Star Trek, il a d'intéressant qu'il y a une sorte de... Il y a un impact. Dans TNG, vous avez par exemple le noyau TNG, DS9 et Voyager. Et il faut savoir une chose, c'est que dans TNG, ce qui va se passer dans TNG a des répercussions ou est cité dans les deux autres séries. À savoir qu'il y a déjà des épisodes crossover entre TNG et Deep Space Nine, où un personnage va rendre visite à un autre, enfin bref, voilà. Et tu as des répercussions notamment sur toute l'histoire entre les Bajorans et les Cardassiens. Donc tu as des arcs narratifs qui se développent, qui ne sont pas résolus dans TNG, et qui vont éclater dans DS9, et qui vont même être le moteur de l'histoire de Voyager. D'accord. Voilà, on a ce conflit par exemple du maquis, qui commence à poindre le bout de son nez dans TNG, et qui va vraiment éclater dans DS9. Le maquis va devenir un des antagonistes majeurs de l'histoire. Et justement, le premier épisode pilote de Voyager, on demande au capitaine Janeway d'enquêter sur la disparition d'un équipage du maquis dans une certaine zone de l'espace. Et l'histoire de Voyager, c'est le vaisseau est perdu et l'équipage de Starfleet doit collaborer avec l'équipage du maquis pour pouvoir survivre dans cette partie de l'univers qui n'est pas encore cartographiée. Donc c'est vraiment un univers partagé. Tu as aussi des conséquences, par exemple, entre DS9 et Voyager, quand tu as la guerre du Dominion dans DS9, il y a un épisode où les membres d'équipage du Voyager apprennent qu'il y a eu une guerre, qui se déroule actuellement dans le quadrant Alpha,
Et certains personnages sont marqués parce qu'ils ont perdu des amis dans cette guerre-là. Et ça a un impact psychologique dans le reste de l'histoire de la série, quoi. Et le fait que Worf se balade, hein, il est dans TNG au début. Je crois qu'après, il y a aussi l'Irlandais, là, qui est aussi dans Atlantis, dans Stargate Atlantis, qui est dans TNG pour après aller dans DS9, hein. Alors oui, pour revenir à Worf, effectivement tu as raison. Dans le film Génération, il se passe quelque chose et Worf est réaffecté, pour pas spoiler, est réaffecté à DS9 au cours de la saison 3 ou 4. Donc oui, l'Irlandais, effectivement, je vois de qui tu parles là. Miles O'Brien. Miles O'Brien était un personnage qui avait débuté dans Star Trek, un personnage même pas secondaire, hein, troisième en partant de la droite, quoi, au fond. On le voyait de temps en temps, c'était un figurant. Et... Hein? Il joue dans les ailes de l'enfer. Ah, ok. C'est comme ça que je l'ai découvert, moi. Faut bien manger. Et du coup, effectivement, c'est un des personnages principaux de DS9. Et par exemple, on peut aussi Tuvok, qui est un personnage principal de Voyager, et alors ça il l'avait pas fait exprès, mais était un comédien, le même comédien jouait dans le film, je crois, l'Ultime Frontière, et donc on se resserre du même comédien aussi pour faire le lien avec Sulu. Il y a un épisode avec Sulu dans Voyager. Ah, mais il y a eu ça aussi avec lors du procès dans le 6. Sixième film, c'est le 6e film avec les Klingons. Ouais, alors il y aurait un lien avec Worf. Ouais, comme c'est le même acteur, on définit que donc dans le tribunal, celui qui doit le procureur ou l'avocat, Klingon est interprété par le même acteur qui joue Worf. Et donc on peut s'amuser à supposer que que Worf serait le descendant de ce Klingon-là parce que c'est le même acteur. Voilà. Et il y a des petites choses comme ça qui sont... voilà, ça c'est l'univers partagé. Et là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement ce qui va... pareil dans les films, hein, Star Trek avec la nouvelle génération, on va retrouver Worf qui va revenir avec le vaisseau de DS9, donc le Défiant. On va retrouver l'amiral Voyager qui donne des ordres à Picard. Et qui fait référence à des choses d'autres films ou de la série. Voilà. Et dans TNG, et dans toutes les séries d'ailleurs, on va retrouver un multivers. Dans TOS, il y a un multivers dès le début de la série avec l'univers miroir, qui est un univers négatif. Alors, il va être souvent parodié d'abord cet univers miroir, notamment, je me rappelle moi dans South Park, où tous les enfants ont un bouc, les enfants maléfiques. Ouais. Voilà. Et Sheldon aussi dans BBC, oui, qui a un bouc de Vulcain diabolique. Exactement. Non mais c'est toujours marrant ce genre de des trucs. Abed dans Community, l'univers diabolique où Abed a un bouc. Et ben si vous voulez comprendre le multivers, il y a un épisode de Community avec la pizza. Oui, je vais vous donner les références. Voilà. Il est un épisode fabuleux. Fabuleux. Et là vous allez comprendre le multivers. Il y a un autre épisode aussi de Rick et Morty sur le sujet, avec l'écran qui split toutes les 10 secondes, là, c'est marrant. Saison 3, épisode 4. Voilà. Incroyable, un épisode incroyable. Mais il n'y en a pas qu'un de multivers dans Star Trek. Alors tout à l'heure je vous l'ai dit, il y a la Kelvin Timeline. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que le premier vaisseau qui est attaqué par les Romuliens dans les films de J.J. Abrams s'appelle l'USS Kelvin. Voilà. Donc c'est un univers... change complètement c'est ce qui permet de changer complètement la timeline et de rebooter la saga. Exactement. Et d'écrire leurs histoires telles qu'ils le veulent. Et qui pour moi est un excellent choix. Et ça permet par exemple d'accélérer un peu aussi les histoires de la Fédération. Il y a une avancée technologique qui va plus vite dans cet univers-là. Ah, je savais pas ça. C'est-à-dire que les vaisseaux sont plus gros. L'USS Enterprise des films de J.J. Abrams, c'est plus gros que l'USS Enterprise original. Moi je pensais que c'était juste parce qu'on était en 2000 et qu'on fait les trucs beaucoup plus gros, quoi. Non, de tête, hein, il fait moins de 200 mètres l'USS Enterprise des séries originales. Et je crois que celui de J.J. Abrams, il fait déjà 400 mètres. Ouais, totalement, c'est vrai. Mais je pensais simplement que ce n'était pas légitimé par un bond technologique, mais juste parce que
Ils ont dit, vas-y, on le fait beaucoup plus gros, ouais, parce que c'est stylé et qu'on peut se le permettre, hein, mais que c'était pas dans l'histoire, en fait, qu'il y avait une raison à ça. Par exemple, tu vois, tu m'aurais dit qu'ils pouvaient déjà aller à Impulsion, je crois qu'ils peuvent pas aller plus loin qu'Impulsion 5 dans TOS. Dans Ils TOS. peuvent aller jusqu'à 9 dans TNG. Tu m'aurais dit les mecs qui pouvaient aller à Impulsion 6, je t'aurais fait, ok, effectivement, ils ont un bon technologique. Alors, en plus, c'est C'est con, hein, compliqué. mais c'est important. Enfin, les mecs, ils peuvent aller encore plus loin. Tu sais, c'est le truc. 100 ans plus tard, ils peuvent quasi doubler leur vitesse de déplacement. Ce qui est pas déconnant. Ce qui est quand même pas déconnant. Tu vois, ils ont décidé d'arrêter le diesel. Et, et pour moi, ça, c'est une invention, une véritable marque d'avancée technologique que simplement d'avoir le vaisseau beaucoup plus grand. Parce qu'un vaisseau plus grand, ça découle surtout des ressources, en fait. Et il t'explique dans le troisième film Ouais. de J. Abrams. Tu vois, quand ils vont chercher le... Ion, oui. Voilà. Non, alors le deuxième film, pardon. Into Darkness. Quand Ouais. ils vont chercher, quand la Fédération va chercher Khan, parce qu'elle se rend compte qu'il y a Ouais. des menaces du futur beaucoup plus présentes. Et c'est pour ça que Khan leur construit l'USS Vengeance, Ouais. qui est un vaisseau colossal et surarmé, quoi. Oui, d'ailleurs, on le voit. D'ailleurs, Attends, je vais vérifier avec ça. Mais à un moment donné, quand ils vont, je crois, dans le vaisseau dans le bureau de l'amiral, tu vois plusieurs maquettes Oui, de vaisseaux. Et non, tu vois déjà annoncer l'USS Vengeance. Et il faudrait. Et je me demande si dans cette scène-là, est-ce que il n'y a pas un ancien Enterprise et l'Enterprise qu'on connaît, et qu'effectivement, on verrait cette évolution. Tu vois ce que je veux dire? ouais, non, il n'y a pas d'ancienne Voilà. Enterprise. L'histoire est plus ou moins respectée. Alors, c'est tout le problème de la chose, c'est que, bref, bon. Après, c'est pour ça aussi que les vieux fans avaient râlé, parce qu'ils ont pris ce qui les intéressait et puis ils ont refait une histoire, quoi. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont fait un nouveau film. Mais ce qui est intéressant dans les univers parallèles aussi de Star Trek, il y a un épisode de TNG où on peut voir une multitude d'USS Voyager, d'USS Enterprise D. Il y a un épisode aussi, il y a plusieurs épisodes, notamment l'épisode de fin de Star Trek, la nouvelle génération, où on voit un vaisseau Enterprise modifié et commandé par Geordi, et on reverra la même chose dans un épisode un peu futur de Star Trek Voyager. Donc il y a des timelines alors qui ont pas été nommés, mais il y a des univers parallèles qui sont un peu plus sombres. De simplement par l'histoire, même le premier épisode a amené ça, qui est celui de l'univers miroir, en fait. Tout Voilà. simplement. Euh, Et est-ce que le principe de la boucle temporelle, parce qu'il y a toujours un épisode de boucle temporelle, je crois, Voyager en abuse de ça, mais ouais. et, est-ce qu'on pourrait l'intégrer dans le principe du multivers, tu vois? Est-ce que c'est pas un condensé d'épisodes multivers Alors, euh, oui, tu as raison. Pourquoi? Parce qu'il y a un épisode très intéressant de Voyager. Alors, c'est pas d'une boucle temporelle. Alors, s'il y en a un qui est avec la boucle temporelle, effectivement, pardonnez-moi, où effectivement Janeway essaye de convaincre l'autre Janeway qu'il y a un des deux vaisseaux qui doit mourir. Donc, il y a un vaisseau qui rentrera jamais et il y a un vaisseau qui rentre. Et il y a même un autre épisode qui met le doute, qui pourrait faire l'objet d'une théorie, qui met le doute parce que on découvre un équipage Voyager qui est fait de silicium et qui savait pas qu'il était fait de silicium et qui est en train d'être mourant. Et ça fait référence à un épisode où ils se posent sur une planète et où ils se font copier. Et c'est très intéressant cet épisode parce que tu sais pas en fait pendant combien d'épisodes t'as suivi cet équipage-là. Ah, c'est trop bien, ça. Ça c'est pas mal du tout quoi. Tu sais pas depuis quand tu suis cet équipage en silicium quoi. Si c'est juste un épisode ou si les autres ont vécu une autre aventure quoi. Ça, c'est super bien. Il est très bon cet épisode. Il est très. C'est un putain de twist mental à la fin. T'es là, mais merde, on suit lesquels là depuis un moment là. Il y a même un épisode assez intéressant parce que à la fin de Voyager, on voit certains personnages dans le futur, notamment le Docteur. Et il y a un épisode où une partie du vaisseau Voyager est tombée sur une planète et tu as des archéologues qui arrivent à réactiver le Docteur, mais 1000 ans après le passage du Voyager. Donc tu sais qu'il y a deux Docteurs différents qui coexistent dans le même univers, qui ont deux timelines différentes quoi. Bah Voyager a fait beaucoup d'épisodes temporels, donc il y a beaucoup ces problématiques de continuum espace-temps. Et tu as d'ailleurs les premiers épisodes avec un peu cette police temporelle, avec l'USS Relativity.
pas le truc que rejoint in fine l'autre, là, Will Wheaton? Non. L'USS Relativity, ça a un rapport avec la guerre temporelle. Ok, je ne suis pas encore Donc arrivé là. voilà, dans Enterprise, tu as un arc sur la guerre temporelle et du coup, il l'avait fait sans savoir que derrière les scénaristes d'Enterprise allaient en faire un truc, mais il y a 2 épisodes où tu suis l'USS Relativity, qui est un vaisseau du 28e siècle de Star Trek qui voyage dans le temps. Et par contre, du coup, il y a un truc par rapport qui est spécifique à l'univers de Star Trek que j'aime beaucoup, qui, du coup, pour moi, en fait, qui botte en touche les, si c'est bien ça la bonne expression, qui botte en touche les vieux de la vieille qui râlent sur la KTL, qui les mouche, c'est qu'en fait, on ne suit plus la vraie timeline depuis très longtemps. Je peux même citer, je vais même vous dire à partir de quand nous ne suivons plus la vraie... Parce que, avec le principe des multivers, c'est qu'il y a toujours, naturellement, le vrai univers. C'est-à-dire l'univers à travers lequel nous sommes entrés dans l'histoire. Qui est en fait celui de notre point de vue. Si par exemple, on va reprendre l'exemple du thé et du café ce matin. Ce matin, t'as envie, donc c'est du thé, c'est ça? C'est du café. C'est du café. Ce matin, la première fois qu'on voit Cyril, c'est qu'il est en train de boire du café. Ça veut dire que le vrai univers, c'est celui où il boit du café. L'univers alternatif est celui où il boit du thé. Et donc, on a toujours cette espèce de véritable univers. Et c'est pour ça que généralement, quand on fait un reboot et qu'on commence à changer les choses de base, ça fait rager les gens. Sauf que l'univers de Star Trek on ne suit plus la véritable timeline depuis 1996. Alors, on va voir si t'as un vrai, parce que moi j'ai dû aller chercher sur le net, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers de Star Trek en 96, 96? Vas-y, juste comme ça, voilà, à ton avis. J'essaie de comprendre ce que t'as dit là. Donc il y a un élément qui a changé tout, qui fait qu'en fait on ne suit plus c'est le véritable univers d'entrée de jeu. Donc moi je pars du principe que le vrai univers est celui de TOS. Donc, après c'est Retour sur Terre en 86, mais... C'est Premier Contact. 96, 96. Ah, 96, pardon. Oui, Premier Contact, oui. Bah, j'en avais fait une théorie sur la chaîne Star Trek Historia. C'est-à-dire qu'avec ce voyage dans le temps du capitaine Picard, il se peut grandement qu'en fait Enterprise soit déjà l'univers parallèle. Exactement. Et d'ailleurs, apparemment, c'est précisé que ils ont dans Enterprise, ils parlent de l'incursion avec les Borg. Il y a déjà des Borg ou un truc comme ça sur Terre. On a déjà trouvé des trucs. Voilà, on a déjà trouvé des Borg. Alors après, là où je pourrais te répondre qu'il faut mettre un bémol à cette théorie, mais là on va perdre les gens sur le sujet, c'est que Seven of Nine, le personnage de Seven of Nine, elle se fait borgiser quand elle est gamine, pour la simple et bonne raison que ses parents ont entendu parler de rumeurs d'une espèce humanoïde cybernétique. Et ses parents sont des chercheurs en anthropologie, et ils arrivent à trouver les Borg en fait, en fouillant, ils arrivent à trouver des Borg, mais ils sont partis d'une rumeur. Alors est-ce que la rumeur viendrait pas du voyage d'Enterprise, enfin du voyage de l'Enterprise dans le passé en First Contact? Ça n'a jamais été résolu et ça n'a jamais été dit, quoi. Mais ça pourrait. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que surtout, c'est que l'histoire même de Premier Contact, qui est qu'à partir du moment où on arrive, ils vont en fait, c'est le principe du un objet observé change d'état un objet change d'état à partir du moment où il est observé. Oui. Et c'est pas, ils ont pas juste observé le mec faire le premier contact, les gars ils l'ont filé un coup de main, ils ont combattu des Borg, Jordi Laforge il a quand même pu taper la discu avec son héros de toujours, ils se sont rendu compte que c'était un vieux con, enfin c'est un vieux ronchon, donc ce qui est, on ne peut que concéder. La question c'est est-ce que le premier contact, ça c'est toujours la question des voyages en temps, c'est est-ce que le premier contact s'est passé comme il s'était passé, donc comme il est présenté dans le film, ou est-ce que ils ont véritablement interféré, créant ainsi une nouvelle timeline, parce que si ça se trouve, en fait, le premier contact s'est vraiment passé avec les mecs de TNG qui étaient arrivés, et que ça a donné plus tard TOS. Bah, sachant qu'à partir de là, si on a ton raisonnement, on sait aussi que Voyager change quelque chose dans la temporalité humaine. Il y a un problème dans Voyager, c'est qu'ils reviennent en 96.
en 1996 sur Terre, et ils initient la grande révolution informatique à la Bill Gates, quoi. Et un autre problème, c'est que normalement en 96, il est censé se passer les guerres eugéniques. Or, on a vu dans Picard et on a vu dans Voyager qu'il n'y avait pas les guerres eugéniques. Donc, si ça... Ouais, vas-y. Ouais, si ça se trouve, les choses ont encore changé un petit peu avant, quoi. Et il manque aussi quand même 4 baleines sur Terre. Ouais. Depuis. Un paquet de temps. Non, non, mais c'est... Après, c'est toujours les problèmes un peu, tu sais, avec les voyages dans le temps. Hein. C'est ces fameux Voilà. paradoxes, le paradoxe du grand-père, tout ça, tout ça. Mais, voilà, mais ça donc crée, effectivement, t'as raison, des univers, des timelines, quoi. Alors cependant, pour moi, donc là je vais revenir avec l'AKTL. À quoi pourrait servir vraiment, donc à quoi ça sert en fait d'écrire? On va parler un peu de ça. Les univers partagés, c'est de base. Donc ça permet de faire de créer plusieurs histoires dans le même univers, hein, et d'explorer justement l'univers narratif et tout ce qu'il a à proposer au sein de la même œuvre. D'ailleurs, je considère depuis très récemment que Star Wars, l'attaque des clones, le 2, que tout le monde décrit, et qui est pas bon, enfin qui est pas super bon, mais c'est un univers partagé narratif au sein d'une même œuvre. C'est-à-dire que tu as du buddy movie, tu as du western, tu as du vieux gladiateur, tu as du style western, du vieux gladiateur, du style d'enquête, tu as plein de styles de narration différents au sein d'une même œuvre, qui te dit on peut faire tout ça dans l'univers de Star Wars. Je trouve ça assez intéressant, donc je voulais le placer. Mais, donc l'univers partagé a clairement un intérêt de pouvoir explorer l'univers. Mais à quoi pourrait servir vraiment l'univers, le multivers? Parce qu'il y a le plaisir du what if, de se poser la question du changement, mais pour moi, le multivers pose un problème à partir du moment où il est connecté. Parce qu'à partir du moment où il est connecté, t'as intérêt à t'accrocher à ton slip pour pas faire une erreur, t'as la grosse bible de tout ce que t'es censé mettre dans ton canevas, hein, dans ton histoire, et pas de gourer. Mais le problème du multivers qui est fondamental, et ça par exemple c'est ce que vous avez très fortement avec le MCU, parce que la différence avec un Star Trek, c'est que comme c'est des épisodes par-ci par-là, bah voilà quoi, il y a des multivers, ok. Voilà. Il n'y a pas d'énormes cohérences globales en fait. Il y a des petites micro-cohérences, il y a des incidences, mais t'as pas des cohérences globales, de par son format sériel. Alors que dans le MCU, c'est qu'en fait, vous perdez complètement les impacts dramatiques de vos histoires. Quand vous regardez, le fait qu'il y ait un Cyril de parallèle qui boit du café, peut-être qu'il y a un Cyril parallèle qui sait boire du café, sans mourir. Mais vous avez toujours des Cyrils. Il y a une multitude de Cyril partout, et une multitude d'Arcadie. Et le problème qu'il y a, c'est que si moi je me suis attaché à un personnage, et on va prendre le plus grand exemple qui est Tony Stark, pour les multivers, on l'a vu se développer, on l'a vu échouer, on l'a vu grandir, on l'a vu prendre des choix jusqu'à sa conclusion, qui est dramatique, mais très très belle et très bien écrite. Bon, je trouve pas ça ouf, hein, mais qu'on a essayé de vendre ça, bah, le principe de l'univers parallèle rend son sacrifice complètement inutile. Puisqu'il suffit d'aller dans le pays, pas inutile, mais l'impact est inutile parce que vous pourrez toujours faire revenir Robert Downey Jr., faire un petit coucou dans votre truc, parce que c'est exactement ce qui se passe, parce que de toute façon, il est dans un univers parallèle. Vous pouvez toujours faire revenir Tony Stark, même en changeant l'acteur, parce qu'il y avait eu ce truc en disant ouais, ce sera peut-être Tom Cruise, parce qu'on avait envisagé que ce soit lui. Mais donc du coup, tu restes avec ton Iron Man, quoi. Et donc, c'est le problème pour moi des multivers, c'est le connecté, c'est-à-dire que il n'y a plus d'impact dramatique, puisqu'il y aura toujours une solution à côté. Il y aura toujours une solution dans le monde d'à côté que tu pourras aller voir. Et pour moi, ça crée un souci, quoi. Pour moi, le fait de perdre la dramaturgie, de perdre l'impact dramatique, je me répète, mais est un véritable souci de narration. Et donc voilà. A contrario, par rapport à cette histoire, je considère aussi que ce que je trouve intéressant avec les multivers, surtout avec le What If, ou même les reboots, principalement dans le reboot, et là je vais encore citer la KTL, c'est que ça permet de faire la synthèse de ce qu'on a retenu du personnage. Peu importe ce qu'on en pense, je considère, pour ma part, que le personnage de Kirk est extrêmement bien écrit dans la KTL.
C'est-à-dire sur les 3 films, tout ce qu'ils ont développé sur lui est une synthèse de ce que Shatner avait développé et Roddenberry avait développé pour la série et par les films. Et Chris Pine le fait à sa manière, mais ça permet de dégrossir un peu, ok, on a présenté tout ça, qu'est-ce qu'on a retenu? C'est un peu le filtre à café du personnage, quoi. Le reboot le reboot, le what if, permet de faire ça. C'est qu'est-ce qui va faire que ce personnage va toujours être le même, quelle est son essence même narrative. Je prends un exemple sur Batman dans Red Son. D'ailleurs, je trouve ça complètement con, mais il y a Batman aussi en Russie. Si tu dis pas juste, t'as pas juste Superman, il y a aussi Batman russe et il a une chapka. Mais on te fait comprendre par là et par d'autres histoires qu'en fait, Batman est mu par son traumatisme d'avoir vu ses parents justement mourir par un trou de balle qui passait par là. Et c'est ce qui fait l'essence même du personnage. En fait, le What If permet de comprendre ça, de permettre d'explorer les infinies variations autour des mêmes thèmes, et de fait, de pouvoir cibler ces thèmes. De pouvoir les mettre en évidence, quoi. Donc voilà, je trouvais ça assez simple, c'est ce que je trouve assez intéressant dans le principe du multivers, et principalement du What If. Donc voilà, après, est-ce que Star Trek l'a vraiment utilisé comme ça? Ça, c'est encore... ouais. À part dans l'univers, même l'univers miroir, c'est juste, t'imagines s'ils étaient méchants. Mais est-ce qu'ils sont méchants à la manière d'un Kirk et un Spock seraient méchants, tu vois? Est-ce que, je crois qu'il y a aussi l'univers miroir avec un TNG, avec un Picard, avec un bras mais super musclé. Alors ça c'est dans les comics, ouais. Les comics à IDW. Voilà, où t'as un Picard qui est sorti de la salle Vénère. en mode méga déter. Mais du coup, la question dans ces histoires, c'est est-ce que vraiment ils ont développé ce principe de qu'est-ce qui fait que Picard est Picard en fait? C'est à ça que ça sert les multivers de base. À mes yeux, c'est ce que ça permet, c'est une incidence. C'est pas un but de narration, mais ça reste une incidence de qu'est-ce qui fait que ton personnage sera toujours le même. Peu importe les infinies variations, quoi. Donc voilà. Ce qui est intéressant par rapport à ces versions différentes de personnages, c'est que tu comprends en fait que on suit la meilleure version du personnage. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va nous ramener la meilleure version possible. J'ai essayé de réfléchir par exemple à quelqu'un comme Kira Nerys, qui a son double maléfique aussi dans l'univers miroir. Un double sadique, un double qui va aimer les plaisirs de la chair, limite à la Hellraiser. Et tu t'aperçois que c'est un côté qu'elle a, Kira, c'est-à-dire qu'elle aime, entre guillemets, les plaisirs charnels, elle aime bien manger, elle aime profiter de la vie, mais la guerre l'a inhibée de ce côté-là. Elle ose pas se laisser aller à ça, à la luxure, voilà, elle ose pas se laisser à la luxure parce que la guerre l'a profondément perturbée. Elle a vécu avec rien, elle a connu la faim, elle a connu la promiscuité. Et par exemple, elle a fait le choix de garder sa dignité, alors que son double a fait le choix d'avoir le pouvoir à tout prix, quitte à perdre sa dignité et à perdre des valeurs qu'on lui avait inculquées, quoi. Et c'est assez intéressant parce que tu t'aperçois que tu suis alors un personnage qui a ses défauts, qui a ses faiblesses, mais tu suis la meilleure version du personnage. Parce que si c'était à laisser aller à sa nature profonde, il aurait été détestable, quoi. Et par exemple, un personnage comme Garak est le même dans l'univers miroir que dans l'univers normal. T'as Prime, à la différence près, c'est que dans l'univers miroir, il a le pouvoir. Et ça nous choque pas qu'il l'utilise de cette façon-là, parce que on sait pertinemment que s'il l'avait dans l'univers Prime, il ferait la même chose. Ok. Pareil, hein, dans la KTL, pour revenir sur Kirk, qui est quand même qui explore et synthétise son personnage. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois Kirk apprendre, surtout à partir du 2, en fait. À partir du 2, et la première scène, c'est pour ça que je trouve que la KTL, pour Kirk, est super bien écrit, c'est que dans le premier, on te montre le Kirk qui agit avec ses tripes et qui ne sait rien faire d'autre.
et que ça pose problème d'entrée de jeu, il n'est jamais présenté comme quelqu'un de positif, hein, Kirk. Il sait faire les choses parce qu'il a l'instinct et les tripes pour le faire, mais on te dit, enfin, il casse les couilles à tout le monde. Ce n'est pas un personnage véritablement cinématographiquement présenté comme positif. Et en fait, on te le voit surtout dans le 2, où Pike l'engueule et lui dit, mais c'est le truc que tu te rends pas compte, c'est que tu fais n'importe quoi, tu penses que le règlement s'adapte pas à toi, enfin, la directive première, c'est pas ce que c'est. Et le pire, c'est que tu jouis d'une chance insolente. Et que du coup, t'as jamais eu le moment où t'as pas le choix. Et Kirk est quelqu'un qui a toujours considéré qu'il y a toujours moyen de magouiller. C'est ce qui réussit même, et ça c'est même dans la Prime, comment on dit, la Prime Line. Ouais, l'univers Prime. L'univers Prime, il en parle, je crois, dans le slow motion picture. Il dit, il croit pas au scénario voué à l'échec. Il a triché pour le Kobayashi Maru. Et dans le 2, Into Darkness, on lui dit, t'as pas d'autre choix. Et la seule option qu'il trouve, c'est justement d'inverser les rôles qu'il avait de la Conner de Cannes, et c'est de se suicider, c'est de se sacrifier pour son équipage. Et du coup, là, je trouvais ça intéressant, parce que du coup, le reboot, donc le multivers, en fait, tout simplement. Après, on pourra peut-être mettre une différence entre le reboot et le multivers, parce que le multivers j'ai l'impression... Est un produit du reboot. Non, le reboot existe en tant que tel, mais c'est dans le multivers. Alors que généralement, le multivers est une véritable fenêtre de notre univers sur l'univers What If. D'accord. Je le vois plutôt comme ça, c'est-à-dire que tu reviens à la fin de ton univers parallèle, tu reviens quand même dans le tien et tu fais, bon, comme quand tu m'expliques la meuf qui s'est allée à ses plaisirs et tout, c'est pour revenir après, narrativement, à ce que toi tu faisais. Mais on te rappelle que, bon, mais en vrai, c'est ça, quoi. En vrai, comme tu dis, il y a la meilleure version, c'est lui. Alors que le reboot, c'est juste dire, bon, qu'est-ce qui reste le reboot, indirectement, rentre dans le multivers, mais n'a jamais eu vocation d'être un multivers, narrativement. Donc c'est quand même une différence, même si ça permet de faire la même chose, d'explorer complètement un personnage et de le voir de manière différente, quoi. D'ailleurs, on pourrait même considérer que ce qu'ils sont en train de faire avec les Vulcains dans les dernières saisons, mais pour tout ce que j'ai aimé Strange New World, les Vulcains, c'est quand même des Vulcains multiversels, hein. C'est Oui. pas, C'est pas les purs de dur. voilà, c'est pas les... Voilà, je suis désolé, mais là, je veux faire mon puriste, mais... Donc voilà, donc c'est... je sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle? Ça fait déjà une petite heure. J'ai demandé s'il y avait des questions dans le chat. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais oui, en fait, le problème aussi du multivers, ou déjà, tu vois, on repart sur les mauvais bails, de l'univers partagé, c'est que il y a aussi la chronologie de quand c'est fait. Là, on parle de plus en plus de refaire une série Stargate. Forcément, il y aura les codes de 2020 et qui seront pas les mêmes, voilà, que ce qu'on a pu aimer en fin 90, début 2000. L'univers partagé, par exemple, avec Discovery, qui change pas mal de choses, ou Strange New World avec les Vulcains, comme tu le disais, ou ne serait-ce qu'avec les Gorn. On a, alors, tu vois, avec les Gorn, c'est pour le mieux, parce qu'on passe d'un vieux lézard dégueulasse à une vraie menace, à quelque chose qui était sous-entendu souvent, mais qui n'avait pas de lore derrière pour l'appuyer. Mais bon, voilà, encore une fois, comme le dirait Cartman, Star Trek l'a déjà fait. Que ce soit l'univers partagé ou le multiverse. C'est pas mal aussi, enfin je veux dire, ça permet aussi de faire des histoires qui n'ont pas de conséquences, le multiverse. Et ça, c'est vrai. Ça permet de partir sur comme tu dis, un what if, et puis de revenir à la réalité en disant oh, ce n'était qu'un rêve, heureusement que ce n'est pas réel. Et puis derrière, une petite musique angoissante avec un objet qui est revenu de la réalité, de l'autre réalité, quoi, tu vois. Ouais, c'est comme ces épisodes que je déteste, c'est l'épisode si en fait on est dans un hôpital psychiatrique. Oui.
Je déteste ces épisodes-là. Et ben dans Voyager, dans DS9, il y en a un super bien. Ah bah non, moi je sais. À partir du moment où on te met. Ah, t'imagines, en fait, Harry Potter, c'est un débile sous son escalier, et il imagine un rêve parce qu'il est sous le maître. T'imagines en fait. Et ben Buffy, il y en a c'est deux. une école, Il y en a deux. Il y en a un où le personnage principal est persuadé qu'il est pas fou et lutte pour faire croire aux gens qu'il est pas fou. Et il y en a un autre où il se retrouve dans les années 40, durant tu vois, l'époque de la ségrégation raciale, et il est un auteur noir de science-fiction. Et c'est excellent. Et franchement, cet épisode, il est ouf. Je dis pas que les. Je conçois que ce soit excellent, c'est juste que j'aime pas les épisodes quand. Oui, c'est un cliché, quoi. On l'a déjà vu 10 000 fois. Ou même pas du fait du cliché, c'est quand on te fait douter du merveilleux auquel on t'a voulu croire. Dire en fait c'est un taré dans un hôpital psychiatrique. Tu sais, il y avait ça avec Lost à un moment donné, Oui. je crois. Tu fais, mais les gars, t'as l'impression d'avoir. Tu sais, tu te sens con d'avoir voulu croire qu'il y avait une tueuse de vampires, qu'il y en avait une par génération, qu'il y avait Giles et compagnie. Non. La vérité, les gars, c'est que ça pue la merde et que c'est juste une vieille folle, quoi. Et tu te fais, ok, super. Bon, bah, je vais me tailler les veines, quoi. Star Trek, non, c'est pas une utopie, c'est pas possible. C'est toi dans ta chambre qui est en train de délirer. Et je déteste. Bon, c'est des épisodes de psychiatriques. C'est ceux que je déteste le plus. Et en plus, ça rejoint un autre trope qui a beaucoup avec les épisodes de psy. C'est, tu sais, les méga structures. Oui, attendez, on va vous donner une injection de trucs. Et du coup, t'es dans les vapes. Et puis tu fais, oui, je voudrais récupérer mon document. Et le mec fait, mais quoi, vous avez signé d'être intégré? Parce que les mecs, ils manipulent les papiers. Ouais. Je déteste ces trucs-là, j'ai juste envie de foutre le feu à la baraque. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle j'ai aimé le film Wicker Man avec Nicolas Cage. Parce qu'il arrive dans un village, je sais pas si tu l'as vu. Non. C'est un détective privé qui enquête, il arrive dans un village, une espèce de communauté un peu à la... l'autre film, là, Midsommar. Ouais. Où ils sont tous là, ouais, on est trop chelou, on vous fait des regards inquisiteurs, on vous cache des trucs, et à la fin il en a marre, il commence à donner des baffes à tout le monde. Et ça m'a vraiment... C'est la seule raison pour laquelle j'ai aimé ce film, c'est quand t'as la vieille rombière super stricte qui fait non, vous n'avez pas le droit d'arriver là, et il lui en colle une retournée, et franchement, moi je suis comme ça, je fais enfin full feu à tout, parce que je déteste ce genre d'histoire. Et les histoires psy, c'est une grosse parenthèse, mais les histoires psy, ça rajoute deux trucs, c'est t'avais pas le droit de croire au merveilleux, et t'as des mecs qui ont pouvoir sur ton cerveau et qui te font passer des vessies pour des lanternes, et à la fin tu sais plus ce qui est vrai. C'est encore de la fainéantise narrative, parce que est-ce que c'est vrai, transhumanisme, je sais pas. Toi t'es juste là, tu fais non, je veux aller dans l'espace, je veux aller où aucun homme n'a été avant, voilà quoi. Lui n'a été avant. Eh ben, on a fait un peu le tour, je pense. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, vous savez la différence entre l'univers partagé et le multivers. Vous pouvez aller vous la racler en société et en communauté. Comment Star Trek l'a utilisé. Voilà, et comme toujours, hein, Star Trek l'a déjà fait avant vous. On se retrouve prochainement sur quel sujet? Alors, le prochain sujet, je voudrais qu'on aborde, pour ma part, la thématique de la géopolitique dans Star Trek. Voir un peu comment ce que Star Trek nous a laissé et qu'on pourrait utiliser pour créer une véritable carte politique de l'univers. Donc là, on va partir beaucoup dans pas dans l'improvisation, mais dans l'interprétation. On va proposer quelque chose. Et je me dis que ça pourrait être assez sympa de voir. Il faudra qu'on décide une époque, probablement TNG, donc le second âge. Qui est le plus foisonnant en termes de détails de par DS9, le Dominion, l'Empire Klingon, les Cardassiens, et simplement les trois univers, les trois grandes séries, les trois grands arcs. Et donc on va s'amuser à parler de tout ça, de voir comment on pourrait créer pour une nouvelle série une véritable carte politique, une véritable carte géopolitique de l'univers de Star Trek. J'espère que ça vous intéressera. Et ben je vous ferai même une petite carte. Ah, impeccable. Donc voilà. Et ben merci toujours de nous suivre. Ça sera bientôt en podcast. Si vous l'écoutez en podcast, j'espère que c'est tout bon. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On y répondra dès que possible. À bientôt. Bye bye. Ciao.